Ma sœur a mis ma robe en feu devant moi, hurlant « Il n'a jamais été à toi », elle pensait avoir gagné, mais elle ignorait que tout notre mariage était diffusé en direct, et ma vengeance ne faisait que commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Lannet, et voici l'histoire de comment le jour de mon mariage, le jour qui était censé être le magnifique commencement de mon éternité, s'est transformé en une épreuve du feu. Et je le dis au sens littéral du terme. Je regardais, incrédule, les flammes qui engloutissaient avidement ma robe de mariée. Le satin ivoire, la délicate dentelle cousue main qui la recouvrait et qui avait nécessité 6 mois de travail à une merveilleuse couturière de Little Italy pour être parfaite. La robe pour laquelle j'avais économisé, dont j'avais rêvé, et pour laquelle j'avais versé des larmes de joie la première fois que je l'avais essayée. Elle n'était plus qu'une ruine noircissante et fondante sur le parquet ancien de la suite nuptiale. C'est étrange, ce sur quoi votre esprit se concentre dans un moment de choc pur et dévastateur. Ce n'étaient pas les flammes elles-mêmes, mais les détails. Je me souviens de l'odeur chimique et âcre du polyester et de la soie en train de brûler. Une odeur qui se coinçait au fond de ma gorge et me faisait pleurer. Je me souviens du son, un crépitement doux et affamé qui était tout le contraire de la joyeuse musique du quatuor à cordes qui montait de l'espace de la cérémonie en bas. Le quatuor jouait Clair de lune, mon morceau préféré. Un son si beau, si paisible pour un moment si laid, si violent. Nous n'étions qu'à 30 minutes. 30 minutes avant que je ne descende l'allée pour épouser Grant. Dans mon esprit, je pouvais déjà imaginer toute la journée. Le premier baiser, le toast au champagne, la première danse maladroite mais joyeuse. Tout était planifié. Chaque détail était parfait. Ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'université, Karen, se tenait figée à côté de moi, la main couvrant sa bouche en un eau parfait d'horreur. Sa robe lavande, celle sur laquelle nous avions hésité pendant des semaines, offrait un contraste saisissant et magnifique avec les décombres fumants à mes pieds. Les 2 autres demoiselles d'honneur, Tina et Jessica, n'étaient que des statues. Des mannequins aux expressions horrifiées peintes sur leur visage, incapables de traiter ce qu'elles voyaient. Et puis il y avait Paige. Ma sœur. Ma sœur cadette, Paige, se tenait devant nous toutes, un briquet en plastique jetable encore serré dans sa main manucurée, sa petite flamme vacillant avant de s'éteindre. Mais je ne regardais pas le briquet. Je regardais son visage. Il était tordu en un masque de rage triomphante, une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Pas pendant toutes nos années de secrets partagés, de cabanes en couverture d'enfance et de petites querelles de sœurs. Ses yeux, habituellement si pleins d'une vie espiègle, brûlaient de leur propre feu terrifiant. Il était censé être à moi, hurla-t-elle, sa voix aiguë et cassante, brisant le silence stupéfait de la pièce. Elle recula d'un pas, l'air immensément satisfaite d'elle-même, admirant son œuvre comme si elle venait de peindre un chef-d'œuvre au lieu d'en détruire un. Il n'a jamais été vraiment à toi, Lannet. Je m'appelle Lannet Mitchell. Enfin, dans environ 28 minutes, ça devait être l'année Davenport. À 32 ans, je m'étais construit une vie bonne et solide. J'avais une carrière dont j'étais fier dans la publicité. Un petit mais charmant appartement avec vue sur la rivière Cuyahoga. Et j'avais enfin trouvé Grant. Grant Davenport. Il était solide, fiable, le genre d'homme avec qui on construit un avenir. Le genre d'homme qui appelle votre père pour lui demander sa bénédiction. Du moins, c'est ce que je pensais. Jamais, pas en 1 million d'années, je ne m'attendais à voir ma propre sœur réduire mon avenir en cendres. Karen fut la première à sortir de sa torpeur. Paige, mon Dieu, qu'as-tu fait, halta-t-elle, se précipitant en avant comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre éteindre les dernières braises à main nue. Paige se contenta de rire, un son aussi aigu ailé que du verre brisé. J'ai fait ce qui devait être fait, cracha-t-elle, son regard venimeux fixé sur le mien. Tu me l'as volé. Tu savais que j'avais le béguin pour lui au début, mais il fallait que tu l'aies. Il faut toujours que tu gagnes, n'est-ce pas, grande sœur? Toujours être la parfaite, celle qui réussit. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit était un tourbillon étourdissant de confusion. Un béguin, elle l'avait mentionné peut-être une fois, il y a des années, quand j'ai commencé à sortir avec lui, qu'elle le trouvait mignon. C'était un commentaire passager, digne d'une adolescente, que j'avais oublié quelques secondes plus tard. Ces 2 dernières années, elle n'avait été que soutien. Elle m'a aidé à planifier. Elle s'est extasiée sur la bague. Elle m'a organisé une magnifique fête prénuptiale le mois dernier, prononçant un discours en larmes sur à quel point elle était heureuse pour nous. Tout n'était qu'un mensonge.
Chaque sourire, chaque étreinte, chaque appel téléphonique nocturne excité. Un mensonge. Le sol semblait basculer sous mes pieds, la fumée remplissait mes poumons, et pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'évanouir là, sur les cendres de ma robe. Mon esprit s'emballait, essayant désespérément de rattraper la réalité. La fumée s'épaississait maintenant. Une brume grise qui donnait aux arrangements floraux festifs de la pièce l'allure de couronne funéraire. Jessica, une de mes autres demoiselles d'honneur, passa enfin à l'action et se déplaça rapidement pour ouvrir une fenêtre en grand, laissant entrer une rafale d'air frais de septembre. Les bruits de l'extérieur, le doux bourdonnement du trafic de Cleveland, les rires lointains des invités qui arrivaient, semblaient provenir d'une autre planète, d'une autre vie. Mon monde entier s'était rétréci à cette pièce. L'odeur suffocante. Cette trahison inimaginable. Paige rejeta ses cheveux blonds parfaitement coiffés par-dessus son épaule. Un geste d'arrogance pure et sans phare. Le mariage est annulé, évidemment, dit-elle, agitant la main avec dédain comme si elle chassait une mouche. Je dirai juste à tout le monde que tu as pris peur. La mariée en fuite classique. Ça arrive. Grant sera contrarié pendant un certain temps, bien sûr, mais il s'en remettra. Il reviendra vers moi. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Cette simple phrase me frappa comme un coup physique. Ce n'était pas un fantasme plein d'espoir. C'était l'énoncé d'un fait. Une terreur froide, bien pire que le choc de l'incendie, commença à me glacer la colonne vertébrale, me refroidissant de l'intérieur. Ce n'était pas un acte impulsif et soudain de jalousie. C'était calculé. C'était l'aboutissement de quelque chose qui se passait depuis très, très longtemps. Et c'est là que ma formation a pris le dessus. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment votre vie professionnelle peut s'immiscer dans votre crise personnelle? 6 ans dans une agence de publicité de premier plan, à travailler avec des clients incroyablement difficiles et à gérer des campagnes de plusieurs millions de dollars qui déraillaient complètement. Cela m'a appris une chose. Dans une crise, on ne panique pas. On ne s'effondre pas. On évalue, on élabore une stratégie et on trouve un nouvel angle d'attaque. Mes mains cessèrent de trembler. Ma respiration se régularisa. J'ai fait un pas lent et délibéré loin de la robe fumante, j'ai cherché dans la poche du peignoir en soie suspendu au dos de la porte et j'ai sorti mon téléphone. Ma voix, quand j'ai enfin parlé, était étonnamment stable. C'était la voix que j'utilisais lorsqu'une campagne d'un client sombrait et que je devais présenter les données sombres. C'était la voix des faits bruts et froids. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, Paige. Elle rit de nouveau. Ce même son cassant et grinçant. Oh, je crois que si. J'ai sauvé mon avenir. J'ai sauvé Grant de la plus grande erreur de sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire, Laney? Appeler la police? C'est ma parole contre la tienne. Une petite dispute de sœurs qui a mal tourné. Qui vont-ils croire? Je n'ai pas répondu. J'ai juste déverrouillé mon téléphone et appuyé sur un bouton, en regardant son visage pendant que je le faisais. Sur l'écran, des commentaires apparaissaient déjà depuis le flux de la diffusion en direct. C'est de la fumée? Que se passe-t-il dans la suite nuptiale? Est-ce que ça fait partie du spectacle? Tu es sûr de ça? Ai-je demandé, en tournant l'écran vers elle. Il s'agissait d'une vue en direct et parfaitement claire de l'espace de la cérémonie en bas, des rangées élégantes de chaises blanches, de la superbe arche florale à l'hôtel où j'étais censé épouser l'amour de ma vie, et à l'arrière, au-dessus de l'entrée, se trouvait l'immense écran de projection que nous avions installé pour un diaporama de photos pendant la réception. Il affichait maintenant une vue parfaite en haute définition de cette même pièce, montrant Paige dans toute sa gloire destructrice, son visage tordu dans un rictus triomphant, le briquet encore à la main. Son visage passa d'arrogant à blême en une fraction de seconde. Sa mâchoire tomba. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. La diffusion en direct du mariage, expliquai-je calmement. Pour les grands-parents de Grant en Floride qui ne pouvaient pas voyager. Pour ma tante Carole, qui est en croisière en Alaska. Elle est en marche depuis 20 minutes. Paige, filmant tout le monde qui arrive, les musiciens qui s'installent. J'ai marqué une pause, laissant l'horreur de la situation s'installer, croisant son regard terrifié. Et toi, détruisant ma robe de mariée tout en annonçant au monde que tu es amoureuse de mon fiancé. Paige se jeta sur mon téléphone, son sang-froid parfait se brisant finalement en 1 million de morceaux. Tu as planifié ça.
Espèce de démone manipulatrice. Tu m'as piégé. Karen, ma protectrice toujours loyale, s'interposa entre nous. Elle ne t'a pas piégé, Paige. Tout le monde vient de te voir commettre un incendie criminel en direct à la vidéo. Je pense que tu devrais prendre un moment pour réfléchir à ton prochain geste. Et juste à ce moment-là, comme par un signal, mon téléphone vibra avec un message entrant à l'écran. Tina, ma troisième demoiselle d'honneur qui se tenait le plus près, le lut et halta. C'est Grant. Il a vu. Il arrive à la suite nuptiale. Les yeux de Paige s'écarquillèrent de pure panique animale. Elle regarda frénétiquement autour de la pièce, de la fenêtre ouverte à la porte verrouillée, comme un renard acculé cherchant une issue qui n'existait tout simplement pas. Le flux en direct sur mon téléphone tournait toujours et à travers son petit haut-parleur, nous pouvions entendre un murmure bas et choqué se répandre parmi les invités rassemblés en bas. Le caméraman, que son âme professionnelle soit bénie, avait réalisé que quelque chose de majeur se passait. L'angle avait changé. Il avait abandonné le plan large de la pièce et faisait maintenant un panoramique sur les visages du premier rang. J'ai vu le père de Grant, Richard Davenport, un homme stoïque que je respectais profondément, assis, le visage de pierre, la mâchoire serrée. J'ai vu sa femme, Eleanor, la main sur sa poitrine, son visage un masque d'incrédulité. J'ai vu le témoin de Grant, Tom, la bouche bée, commençant déjà à se lever et à se précipiter vers le bâtiment. Mais l'image la plus révélatrice était celle de Grant lui-même. Il n'attendait plus patiemment à l'hôtel. La caméra l'a surpris juste une seconde, une image fugace de lui sprintant dans l'allée centrale, son visage un masque de ce que j'ai d'abord pris pour du choc et de la fureur. Mais maintenant, avec la graine empoisonnée du doute que Paige avait plantée, j'ai regardé de plus près. J'ai rejoué l'image dans ma tête. Ce n'était pas seulement de la fureur. C'était de la peur. De la peur pure et sans phare. La peur d'être pris. La porte de la suite nuptiale s'ouvrit violemment, s'écrasant contre le mur avec un bruit qui nous fit toutes sursauter. Grant se tenait là, à bout de souffle, sa poitrine se soulevant sous son smoking parfaitement taillé. Ses yeux parcoururent la pièce, un regard frénétique et balayant qui embrassa la scène. Ils passèrent de mon visage à celui de son témoin Tom qui l'avait suivi, à la robe en ruine sur le sol. Et puis ils se posèrent sur Paige, et y restèrent juste une fraction de seconde de trop. C'était un regard que je ne pouvais pas déchiffrer, mais ce n'était pas le regard d'un homme voyant une folle qui venait d'attaquer sa fiancée. Ce n'était pas un regard de condamnation pure. C'était autre chose, quelque chose de compliqué, de familier. Au nom de Dieu, que s'est-il passé, demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Il me regarda enfin, mais ses yeux ne voulaient pas vraiment croiser les miens. Il regardait un point juste au-dessus de mon épaule. L'année, ça va. Il fit un pas vers moi, tendant une main, mais cela semblait répété. Son inquiétude ressemblait à une performance pour le public. Je savais qu'il avait son témoin, mes demoiselles d'honneur, et potentiellement les plus de 100 personnes qui regardaient encore la diffusion en direct en bas. Il faisait ce qu'il pensait qu'un fiancé dévoué devait faire. Maman et papa sont en train de monter, dit Tom depuis l'embrasure de la porte, son propre visage pâle de confusion. Il panique. L'attention de Grant se reporta sur Paige. Paige, dis-moi que tu n'as pas fait ça, dit-il, et le ton de sa voix me fit dresser les poils sur les bras. C'était suppliant. Il la suppliait de lui donner une histoire, une issue. Un mensonge avec lequel il pourrait travailler. C'était la mauvaise question. Ça n'aurait pas dû être une question du tout. Ça aurait dû être une accusation. Ça aurait dû être une colère pure et juste en mon nom. Paige, toujours l'actrice, vit son opportunité. Elle éclata en une tempête de larmes de crocodile. Grant, je suis tellement désolé, sanglota-t-elle, sa voix se brisant théâtralement. C'est juste que... Je l'ai vu sur le point de mettre cette robe, et je ne pouvais pas le supporter. Je t'aime tellement. Je ne pouvais pas supporter de l'avoir t'épouser. Je l'ai regardé. J'ai regardé mon fiancé, l'homme à qui j'avais promis ma vie, l'homme dont j'avais imaginé les enfants. Et je l'ai vu hésiter. Il regarda le visage suppliant et strié de larmes de Paige, puis mon propre visage de pierre, silencieux. Et pendant un moment terrifiant, il parut complètement perdu. Il ne se précipita pas à mes côtés. Il ne me protégea pas immédiatement. Il ne déchaîna pas un torrent de fureur sur ma sœur. Il était figé, piégé entre nous deux. Et dans ce seul et accablant moment d'indécision,
il me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La trahison n'était pas seulement celle de Paige. C'était aussi la sienne. Grant, dis-je, ma voix tranchant les sanglots de Paige comme un couteau. Elle était calme, mais elle commandait l'attention de toute la pièce. Regarde-moi. Il força enfin ses yeux à croiser les miens. Ils étaient remplis de panique et d'une supplique silencieuse et désespérée pour que je... Quoi? Que je joue le jeu, que j'arrange ça, que je règle ça pour lui. De quel côté es-tu, Grant? Ai-je demandé. C'était la question la plus simple du monde, mais à voir son visage, on aurait dit que je lui avais demandé de résoudre la fusion froide. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il resta là à regarder, son monde soigneusement construit s'effondrant autour de lui, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder. L'air dans la pièce était lourd de vérités non dites, si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Grant et Paige se tenaient là, deux biches prises dans les phares aveuglants de ma question silencieuse, et ils commencèrent la performance la plus maladroite et pathétique que j'ai jamais vue. Elle est obsédée par moi, lâcha finalement Grant, trouvant sa voix et pointant un doigt tremblant vers Paige. Il essayait de prendre le contrôle, de se présenter comme la victime innocente dans ce feuilleton. Je te jure, Laney, ça dure depuis des mois. Elle m'envoie des messages, se pointe là où je suis. Je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter, que je t'aimais, mais elle n'écoutait pas. Je ne voulais pas te le dire parce que je savais à quel point ça te blesserait, comment ça ruinerait ta relation avec ta sœur. J'essayais de te protéger. C'était un mensonge plausible, un bon mensonge, même, le genre de mensonge qu'un fiancé attentionné et protecteur raconterait. Il y a un mois, je l'aurais serré dans mes bras et l'aurais remercié pour sa chevalerie mal placée. Mais maintenant, après avoir vu cette fraction de seconde d'hésitation dans ses yeux, ses mots sonnaient creux, faux, comme un mauvais acteur lisant un script. Paige, pour ne pas être en reste, enchaîna avec le talent d'une dramaturge chevronnée. Il ment, sanglota-t-elle, s'effondrant sur un fauteuil en velours voisin et enfouissant son visage dans ses mains. Il m'a fait marcher. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il ne t'épousait que sous la pression de sa famille pour qu'il se range. Il a dit que tu étais le choix sensé, le bon choix sur le papier, mais que j'étais celle qu'il voulait vraiment, celle qui le faisait se sentir vivant. Ils se renvoyèrent la balle, un match de tennis bizarre et désespéré d'accusations. Chaque volée était plus ridicule que la précédente. Il affirmait qu'elle était une harceleuse qui avait mal interprété sa gentillesse. Elle affirmait qu'il était un menteur manipulateur qui lui avait promis le monde. Je suis resté là, près de la fenêtre ouverte, laissant la brise fraîche caresser mon visage. Je me sentais étrangement détaché, comme si je regardais une pièce de théâtre terrible depuis les derniers rangs. J'étais une observatrice à mes propres funérailles. Les funérailles de ma relation, de ma confiance en les deux personnes que je pensais connaître le mieux au monde. Karen se tenait à côté de moi, son bras protecteur autour de mes épaules, une présence silencieuse et solide. Ne les écoute pas, Laney, murmura-t-elle, sa voix féroce. Ce ne sont que des rats qui tentent de fuir un navire en perdition. Je savais qu'elle avait raison. Mais une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir qui mourait encore d'une mort lente et douloureuse, écoutait toujours. Je cherchais un seul mot de vérité, une seule fissure dans leur performance qui prouverait que tout cela n'était qu'un horrible, horrible cauchemar. Puis je l'ai vu. Ce n'était pas un mot. C'était une chose. Une petite chose scintillante au poignet de Paige alors qu'elle gesticulait de façon dramatique. Un délicat bracelet en argent avec une seule petite breloque en saphir. Il était magnifique, et je savais exactement d'où il venait. Mon esprit est revenu 3 mois en arrière. Grant et moi étions en week-end à Chicago pour notre anniversaire. Nous nous promenions sur Michigan Avenue, faisant du lèche-vitrine. J'avais vu le bracelet dans la vitrine d'une petite bijouterie indépendante. Je l'avais montré du doigt. « Oh, Grant, regarde, avais-je dit, c'est si joli. Paige adorerait ça pour son anniversaire. » Il avait juste hoché la tête, apparemment distrait, et m'avait entraîné dans un autre magasin pour regarder des montres. Il avait fini par lui offrir une carte cadeau pour son anniversaire. Du moins, c'est ce qu'il avait dit. Mais il était là, à son poignet, la preuve. La petite pierre bleue me fit un clin d'œil de l'autre côté de la pièce, un minuscule testament silencieux de ses mensonges. Je suis restée silencieuse, laissant leur drame se jouer alors que la pièce se remplissait de plus en plus de monde. Les parents de Grant, Richard et Eleanor, arrivèrent, leur visage un mélange d'horreur et de confusion. Mes propres parents étaient juste derrière eux,
le visage de ma mère pâle de choc, celui de mon père sombre d'une colère grandissante. Il avait travaillé si dur, mettant de l'argent de côté pendant des années dans un fonds spécial pour m'offrir ce jour parfait, cette robe parfaite. Tout cela se transformait en cendres, tout comme mon rêve. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda mon père, sa voix résonnant dans la pièce soudainement bondée. Grant et Paige se mirent à parler en même temps, leurs histoires s'en mêlant dans une toile de mensonges pathétiques. Mais je ne les écoutais plus. Je regardais mes parents. J'ai vu la douleur profonde et déchirante dans les yeux de ma mère alors qu'elle regardait Paige, sa plus jeune fille, hystérique et accusatrice. J'ai vu la confusion sur le visage de mon père se transformer en une fureur froide alors qu'il regardait Grant. Je les ai laissés raconter leurs histoires pendant 1 minute de plus, laissant l'absurdité et la laideur de tout cela s'imprégner pour tout le monde. J'avais besoin que tout le monde dans cette pièce les voie pour ce qu'ils étaient. J'avais besoin que les fondations soient complètement brisées avant de sortir la dynamite. Quand il y eut une accalmie momentanée dans leurs accusations frénétiques et superposées, j'ai fait un seul pas en avant. C'était un petit mouvement, mais c'était suffisant. La pièce se tut. Tous les yeux, rougis et choqués, se tournèrent vers moi. « Grant » dis-je, ma voix étrangement calme, dénuée de toute émotion. C'était comme si je discutais d'un rapport trimestriel décevant. « Donne-moi ton téléphone. » Il se figea, son visage un masque de pure panique. « Quoi, Laney ? Pourquoi ? » « Donne-moi ton téléphone, répétai-je, tendant la main. Ma main était parfaitement stable. « Si ce que tu dis est vrai, si Paige n'est qu'une harceleuse obsédée et que tu la repousses depuis des mois, alors tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas ? La preuve sera là, dans tes messages, tes appels bloqués, tes textos lui disant de te laisser tranquille. » J'ai laissé le défi en suspens dans l'air. « Montre-nous. » La panique éclata de nouveau dans ses yeux, plus chaude et plus désespérée cette fois. Il regarda autour de la pièce, cherchant un allié, une bouée de sauvetage, mais n'en trouva aucune. Son père le regardait d'un regard étroit et profondément déçu. Mon père avait l'air sur le point d'arracher physiquement le téléphone de la poche de Grant lui-même. Même sa mère, Eleanor, qui d'habitude le choyait, le regardait simplement avec une expression peinée et interrogative. « Laney, c'est ridicule », balbutia-t-il, essayant de paraître raisonnable. « Nous n'avons pas besoin de faire ça maintenant. C'est une affaire de famille. Nous devons gérer ça en privé. » Nous avons depuis longtemps dépassé le stade du privé, Grant, dis-je, en désignant mon téléphone, qui était toujours sur la table, toujours connecté à la diffusion en direct. En ce moment, nous avons besoin de la vérité. Le téléphone ? Avec un soupir de défaite, les épaules affaissées, il plongea la main dans la poche intérieure de son smoking et sortit son téléphone. Il me le tendit. Ses mains étaient moites et froides. Je l'ai déverrouillé. Je connaissais son mot de passe. 0816 notre anniversaire. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Nous n'avions pas de secret, après tout. J'ai ouvert ces messages et mon cœur, que je pensais ne plus pouvoir se briser, s'est fragmenté en 1000 petits morceaux tranchants comme des rasoirs. Tout était là, noir sur blanc, brillant. Ce n'était pas une obsession unilatérale. Ce n'était pas une erreur récente. C'était une véritable liaison. Et elle ne durait pas depuis des mois. Elle durait depuis plus d'1 an. Il y avait des centaines de messages, des textos aguicheurs envoyés alors qu'il était assis à côté de moi sur le canapé à regarder des films. Des rendez-vous secrets planifiés alors qu'il était censé être à la salle de sport, des photos explicites qu'il s'était envoyées. Je fis défiler, mon pouce bougeant mécaniquement, mon esprit luttant pour traiter la profondeur et l'étendue de la trahison. « Paige, tu me manques. J'ai hâte de ton voyage d'affaires à Dayton la semaine prochaine. Grant, je compte les minutes. Toute cette mascarade de préparatifs de mariage me tue. L'écouter parler d'arrangements floraux alors que tout ce que je veux, c'est être avec toi, c'est de la torture. Paige, tu avais promis que tu lui dirais. Tu avais promis que tu me choisirais avant le mariage. Grant, je le ferai, bébé. Je le ferai. Sois juste patiente. Après que je l'épouse, les choses seront plus faciles pour nous. Nous aurons accès à son héritage de sa grand-mère. Nous pourrons créer notre propre entreprise, quitter cette ville. C'est un moyen pour parvenir à une fin. Juste un peu plus longtemps. C'est une bonne décision financière. L'héritage.
Il avait parlé de l'héritage modeste de ma grand-mère, l'argent qu'elle m'avait laissé, que j'avais prévu d'utiliser comme acompte pour une maison pour nous. Il le voyait comme son capital de départ. Il ne me trompait pas seulement, il prévoyait de m'escroquer. Il prévoyait d'utiliser mon amour et l'héritage de ma famille comme sa banque personnelle. Je sentis le sang quitter mon visage. Une vague de nausée me submergea. Karen posa une main rassurante sur mon bras. L'année, ça va. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais regarder personne. J'ai continué à faire défiler jusqu'à ce que je trouve celui que je cherchais. Un message de Grant envoyé la nuit dernière, la veille de notre mariage. Pendant que j'étais à la maison, préparant soigneusement mes vœux, il envoyait des textos à ma sœur. Grant, ne t'inquiète pas. Demain, j'épouse mon avenir, mais tu seras toujours mon âme sœur. J'ai levé les yeux de l'écran. La pièce était silencieuse, tout le monde me regardait, attendant un verdict. J'ai vu Grant, le visage livide, des perles de sueur sur le front. J'ai vu Paige se mordre la lèvre, une lueur d'espoir dégoûtante dans les yeux, pensant peut-être, juste peut-être, qu'elle avait gagné. J'ai pris une profonde inspiration et puis j'ai commencé à lire. J'ai lu ces mots à voix haute, ma voix claire et forte, résonnant de la terrible vérité. J'ai lu sur les voyages d'affaires. J'ai lu sur les rendez-vous secrets. J'ai lu ses plans froids et calculateurs pour mon héritage. Et enfin, j'ai lu son message de la nuit dernière, celui sur son avenir et son âme sœur. Un hoquet collectif traversa la pièce. Ma mère laissa échapper un sanglot étranglé, et mon père se déplaça à ses côtés, passant un bras autour d'elle. Richard Davenport ferma les yeux, son visage un masque de pure honte. Quand j'ai eu fini, j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai levé. D'autres mensonges que tu voudrais raconter, Grant, ai-je demandé, ma voix dégoulinant de glace. Où avons-nous enfin terminé la représentation? Il est resté là, exposé et vaincu, sans plus rien à dire. La vérité était sortie, et elle était plus laide que n'importe quel feu. Il y eut un moment de silence absolu et assourdissant après que j'eus fini de lire. Le seul son dans la pièce était les sanglots déchirants de ma mère, un son douloureux et lacérant qui me transperçait. Grant et Paige se tenaient là, deux statues dans un musée de leur propre fabrication, dépouillés de tous leurs mensonges, leur culpabilité partagée flottant dans l'air comme la fumée de ma robe. J'ai regardé le visage de Grant, vraiment regardé, cherchant le moindre signe de remords, la moindre lueur de l'homme gentil que je pensais aimer. Je n'ai rien trouvé. Seulement l'expression pathétique et vide d'un homme dont le plan venait d'exploser au visage. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait. Il était seulement désolé que je l'ai découvert. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. La douleur était toujours là, bien sûr, une plaie béante et géante dans ma poitrine. Mais à côté, un nouveau sentiment commença à monter des profondeurs de mon âme. Une colère froide, claire et juste. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. Je n'allais pas être la victime silencieuse qui annule son mariage et pleure dans son oreiller pendant des mois pendant qu'ils réfléchissent à leur prochain coup. Non, ils m'avaient humilié dans une pièce pleine de mes proches. Ils avaient brûlé mon rêve devant un public. Ils m'avaient donné une tribune et j'allais l'utiliser. Je me suis tourné vers mes demoiselles d'honneur, mes amies loyales et merveilleuses qui semblaient prêtes à partir en guerre pour moi. Karen, Tina, Jessica, merci pour tout. Mais j'ai besoin que vous descendiez maintenant. Allez vous asseoir avec mes parents. Soyez avec eux. L'année. Nous ne te laissons pas seul avec eux, insista Karen, les yeux brillants. Si, vous le faites, dis-je, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. C'était une voix que je ne reconnaissais même pas comme la mienne. Cette prochaine partie. Je dois la faire seule. À contre-cœur, elles hochèrent la tête et sortirent de la pièce, chacune me donnant une pression de soutien sur le bras en passant. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Grant passa enfin à l'action, fit un mouvement pour m'arrêter. Il m'attrapa le bras. L'année, attends. Ne fais pas ça. On peut en parler. S'il te plaît, ne fais rien de fou. Je me suis arrêté et me suis tourné pour le regarder, mes yeux traçant les lignes de son visage, un visage avec lequel je pensais autrefois vieillir. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis je les ai relevés vers ses yeux paniqués. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste levé mon autre main et, calmement, délibérément, j'ai retiré sa main de mon bras comme si j'enlevais un morceau de peluche. Tu as eu un an pour me parler, Grant, dis-je, la voix plate.
Ton temps est écoulé. Je suis sorti de la suite nuptiale, laissant les décombres de mon passé derrière moi. Je pouvais entendre la voix de mon père, basse et furieuse, exploser enfin. Espèce de bon à rien de. Je ne suis pas resté pour entendre la suite. Je l'ai ignoré. J'ai descendu le grand escalier majestueux du lieu, mes pieds nus froids sur le marbre poli. Je portais encore le simple slip en soie blanche que j'avais sous ma robe. Quelques membres du personnel du lieu m'ont vu, les yeux écarquillés de confusion, mais personne n'a essayé de m'arrêter. Je devais être un spectacle étrange, une mariée à moitié habillée marchant avec la détermination d'un général marchant au combat. En arrivant en bas de l'escalier, je pouvais entendre le bourdonnement de l'espace de la cérémonie. Les invités étaient agités, confus, chuchotant entre eux. La caméra de la diffusion en direct, ai-je remarqué, était maintenant pointée directement sur l'autel, attendant une mariée qui n'allait jamais arriver. Parfait. J'ai poussé les grandes portes en chaîne et je suis entré dans l'espace de la cérémonie. Un silence tomba sur la pièce alors que toutes les têtes se tournaient pour me regarder. Les chuchotements s'éteignirent. Le quatuor à cordes hésita et se tut. Il me voyait, non pas dans ma robe à $6000, mais dans un simple slip, mes cheveux probablement en désordre à cause du stress. Mon visage pâle, mais mes yeux brûlants. J'ai descendu l'allée, la même allée qui était censée me conduire à mon avenir, bordée de pétales de roses et des visages souriants de mes proches. Je ne me suis pas arrêté avant d'être debout à l'autel, juste sous la magnifique arche florale qui semblait maintenant une cruelle blague moqueuse. J'ai pris le microphone de son support. Le métal était froid et solide dans ma main. Je pouvais sentir 150 paires d'yeux sur moi. Je pouvais sentir le poids invisible des milliers d'autres qui regardaient en ligne. Ma main tremblait juste un peu, mais ma voix était parfaitement stable quand j'ai parlé. Bon après-midi à tous, ai-je commencé, ma voix claire et amplifiée, remplissant la salle silencieuse. Je veux tous vous remercier d'être venus célébrer ce qui était censé être le jour de mon mariage. J'ai pris une profonde inspiration, le microphone froid et lourd contre mes doigts. J'ai regardé la mer de visage. Des amis de l'université, mes collègues de travail qui me soutenaient, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, mes parents et les parents de Grant au premier rang. Certains avaient l'air confus, d'autres profondément inquiets, et certains me regardaient déjà avec cet air de pitié indubitable. Je ne voulais pas de leur pitié. Je voulais leur attention. Je sais que vous vous demandez tout ce qui s'est passé, ai-je poursuivi, ma voix résonnant légèrement dans la vaste salle silencieuse. Vous en avez vu un petit bout à l'écran tout à l'heure. Vous avez vu ma sœur, Paige, mettre le feu à ma robe de mariée. Une vague de murmures choqués ondula à travers la foule. Les gens se tournèrent vers leurs voisins, chuchotant avec incrédulité. Je les ai laissés parler un moment, laissant la réalité de ce fait insensé s'installer avant de lever la main pour demander le silence. Ce que vous n'avez pas vu, dis-je, ma voix baissant légèrement, les attirant. C'est pourquoi. Vous voyez, depuis un an, ma sœur, ma demoiselle d'honneur, a une liaison avec mon fiancé, Grant. Cette fois, ce n'était pas un murmure. C'était un hoquet collectif et audible, un son de choc pur et sans phare. J'ai vu le père de Grant, Richard, enlever ses lunettes et se frotter les yeux, un geste de profonde lassitude et de honte. Sa mère, Eleanor, avait l'air d'être sur le point de vomir. Mes propres parents avaient juste l'air brisés, se tenant l'un à l'autre. Ils ont essayé de me dire qu'elle n'était qu'une fan obsédée et qu'il était une victime innocente, expliquai-je, ma voix résonnant de l'injustice de tout cela. Ils ont essayé de s'en sortir avec des mensonges jusqu'à il y a quelques minutes dans la suite nuptiale. J'ai levé le téléphone de Grant, l'écran sombre, mais tout le monde savait ce que c'était. Malheureusement pour eux, ils ont laissé quelques preuves. Je me suis approché du technicien audiovisuel, un jeune homme qui se tenait près de sa station, l'air complètement abasourdi. Il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde en ce moment. Pouvez-vous connecter ce téléphone au projecteur, lui ai-je demandé doucement, de la même manière que la caméra de la diffusion en direct était connectée. Il a juste hoché la tête, les yeux ronds comme des soucoupes, et a pris le téléphone de ma main tremblante. Il a tâtonné avec un câble pendant un moment. Quelques secondes plus tard, l'écran géant derrière moi, celui qui avait montré l'acte d'incendie criminel de Paige, s'est allumé. Et là, projeté sur 3 mètres de haut pour que tout le monde dans la salle et tout le monde en ligne puisse le voir, se trouvait le fil de discussion entre Grant et Paige. Je me suis écarté, laissant les mots, leurs mots, parler d'eux-mêmes. La pièce était absolument,
complètement silencieuse alors que 150 personnes lisaient les preuves de leur liaison. Ils ont lu sur les mensonges, les voyages secrets, les surnoms écœurants. Ils ont lu son plan dégoûtant et de sang-froid de m'épouser pour l'héritage de ma grand-mère. Et ils ont lu son dernier message accablant, envoyé la veille, appelant Paige son âme sœur. Quand j'ai jugé qu'ils en avaient lu assez, j'ai fait un petit signe de tête au technicien. Il a déconnecté le téléphone et l'écran est devenu noir. Donc, comme vous pouvez le voir, dis-je, ma voix résonnant d'une force que je ne me connaissais pas, le mariage est annulé. J'ai fait une pause, laissant la finalité de ces 4 mots s'imprégner dans la salle silencieuse. Je refuse de me tenir ici et de prononcer un vœu sacré avec un homme qui m'a si profondément trahi. Et je refuse de prétendre que la femme qui m'a fait ça, qui a comploté avec lui pour m'utiliser, est ma famille. J'ai regardé directement la caméra principale pour la diffusion en direct, sachant que des milliers de personnes regardaient. À quiconque regarde et a déjà été trompé, qui s'est déjà senti diminué, qui a déjà été trahi par les personnes mêmes qui sont censées vous protéger, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous méritez mieux. Nous méritons tous mieux. Je me suis retourné vers les invités. Merci à tous d'être venus. Il y a un open bar et beaucoup de nourriture qui est déjà payée. S'il vous plaît, profitez-en à mes frais. Célébrez. Célébrez la vérité. J'ai regardé au premier rang et j'ai vu Karen. Son visage était strié de larmes, mais elle me souriait. Un sourire fier et féroce qui m'a donné plus de force que toute autre chose. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Une femme plus âgée au 3e rang, une cousine éloignée de ma mère que je connaissais à peine, s'est levée et a commencé à applaudir. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était lent, délibéré et plein de conviction. Puis quelqu'un d'autre s'est levé, puis un autre, et un autre. En quelques secondes, toute la salle était debout. Non pas avec les applaudissements polis d'une cérémonie de mariage, mais avec une ovation tonitruante et de soutien. Ils n'applaudissaient pas une mariée abandonnée. Ils applaudissaient une survivante. Et alors que je me tenais là, baigné dans la chaleur et le son de leur soutien, j'ai senti les dernières bribes de douleur et d'humiliation s'effacer, remplacées par un sentiment de soulagement profond et bouleversant. J'avais perdu un mariage, mais je m'étais sauvé moi-même. La pièce tournait, non plus à cause du choc, mais à cause de la vague de soutien écrasante. Le mariage que j'avais méticuleusement planifié pendant un an s'était terminé en 20 minutes de chaos, de vérité et de feu. Alors que les applaudissements s'éteignaient, une nouvelle sorte d'énergie a rempli la pièce. Une excitation frénétique et bourdonnante. Les gens ont immédiatement sorti leur téléphone, leurs pouces volant sur les écrans. Je n'avais pas besoin d'être une experte des médias pour savoir qu'ils envoyaient des textos, tweetaient et publiaient, partageant ce qu'ils venaient de voir. L'histoire du mariage le plus fou de Cleveland devenait déjà virale, et j'étais au centre de la tempête. Mon père, le visage comme un nuage d'orage, se dirigeait droit vers la suite nuptiale où j'avais laissé Grant et Paige. Je pense qu'il avait honnêtement l'intention de commettre une forme de violence physique. Le père de Grant, Richard, un homme d'une dignité tranquille, l'intercepta. Il posa une main sur le bras de mon père et dit quelque chose d'une voix basse et apaisante. Ils étaient déjà en mode gestion de crise. 2 pères essayant de gérer les retombées des erreurs catastrophiques de leurs enfants. Les invités commencèrent à bouger. Certains vinrent vers moi, leurs visages empreints de sympathie et d'admiration, offrant des étreintes et des mots de soutien. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse », dit une de mes collègues de travail, me serrant la main fermement. « Ne l'oublie jamais. » D'autres, principalement les amis de la famille de Grant et le groupe du country club, commencèrent à se faufiler discrètement par les sorties latérales, leurs visages crispés par l'embarras. Ils ne savaient pas quoi dire, et honnêtement, j'étais contente qu'ils partent. Leur monde de faux-semblants polis n'avait pas sa place ici aujourd'hui. Le directeur du lieu, un homme nommé Paul, qui avait été si serviable pendant la planification, s'approcha de moi, l'air pâle et complètement dépassé. « Mademoiselle Mitchell. »« L'année, mon Dieu, quelles sont vos instructions ?» C'était étrange. J'aurais dû être en larmes sur le sol, mais au lieu de cela, je ressentais un étrange sentiment de clarté. J'étais aux commandes. La fête continue, dis-je, la voix ferme. Dites au groupe d'oublier les slows et de jouer quelque chose d'entraînant. Dites au barman de servir généreusement. Ce n'est plus une réception de mariage. C'est une célébration de la liberté. Il hocha la tête, l'air soulagé d'avoir une tâche, n'importe quelle tâche sur laquelle se concentrer. Oui, madame.
Une fête de la liberté. Je peux faire ça. Mon patron, Sterling, un homme qui vivait et respirait les relations publiques, apparut à mes côtés comme par magie, tenant 2 flûtes de champagne. Il m'en tendit une. Ça, dit-il, ses yeux brillant d'une sorte d'admiration professionnelle qui était à la fois déconcertante et étrangement réconfortante, c'était l'acte de gestion de marque personnelle le plus spectaculaire que j'ai jamais vu de ma vie. Une masterclass en communication de crise. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire court, surpris, légèrement hystérique. Il n'y a que toi pour voir ça comme ça, Sterling. Je suis très sérieux, dit-il en baissant la voix. Tu ne les as pas seulement exposés. Tu as pris le contrôle du récit. Tu t'es approprié ton histoire avant que quiconque puisse la raconter pour toi. Des entreprises paient notre cabinet des centaines de milliers de dollars pour ce genre de redressement, et tu l'as fait en nuisette avec un microphone. Il prit une gorgée de son champagne. Quand tu seras prête, nous devrons parler d'une promotion. Une grosse. J'ai vu ma mère de l'autre côté de la pièce. Elle tenait une pêche sanglotante et incohérente par le bras, son visage un masque de fureur froide. Je l'ai vu regarder Paige, sa plus jeune fille, et lui dire quelque chose de sec et bas que je n'ai pas pu entendre. Et puis elle a donné une gifle si forte et si nette qu'elle a semblé couper le bruit de toute la salle de bal. Ce n'était pas ma victoire, mais c'était comme une petite mesure de justice satisfaisante tout de même. Grant était introuvable. Il s'était, j'ai appris plus tard, éclipsé par une sortie de secours comme le lâche qu'il était au moment où j'ai commencé à descendre l'escalier. Je suis resté là à siroter du champagne, regardant la fête bizarre et surréaliste se dérouler autour des ruines de mon ancienne vie, et je savais qu'une nouvelle était sur le point de commencer. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous m'avez donné un j'aime et que je comprenne que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain, l'adrénaline avait disparu, complètement disparu, et à sa place se trouvait un épuisement profond qui semblait s'être installé dans mon âme. Mon appartement, qui avait été une ruche joyeuse d'activité pendant des mois avec les essayages de robes et les ateliers de préparation des faveurs, semblait caverneusement silencieux. L'excitation prénuptiale qui avait rempli chaque coin s'était évaporée, laissant un écho creux et solitaire. Je me suis réveillé sur le canapé, toujours dans mes vêtements de la veille, au son de mon téléphone vibrant sans cesse sur la table basse. Il faisait ça depuis des heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 112 nouveaux SMS. 47 appels manqués, des textos d'amis offrant leur soutien, des appels manqués de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, sans doute voulant les derniers potins, et bien sûr, une série de messages vocaux désespérés et décousus de Grant. J'ai appuyé mon pouce sur son contact et, avec un sombre sentiment de satisfaction, j'ai cliqué sur bloquer. Puis j'ai fait de même pour Paige. Karen était restée pour la nuit, une soldate loyale, refusant de quitter son poste. Quand je me suis enfin assise, elle était dans la cuisine à faire du café, filtrant mes appels comme une gardienne professionnelle. Non, Madame Davenport, elle n'est pas disponible pour vous parler en ce moment, l'ai-je entendu dire fermement au téléphone. Non, je ne lui transmettrai pas de message. Au revoir. Elle a raccroché et a glissé une tasse fumante dans mes mains. Merci, dis-je, ma voix. Ma gorge me faisait mal comme si c'était moi qui avais crié. N'importe quand, répondit-elle, son expression douce mais déterminée. Maintenant, quel est le plan, général? Nous avons quelques petites choses à régler. Elle avait raison. Ce n'était pas juste une rupture. C'était un désastre à multiples facettes avec des implications légales et financières. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mes parents. Mon père a répondu à la première sonnerie. La conversation a été l'une des plus difficiles de ma vie. Ma mère était encore trop bouleversée pour parler, alternant entre une rage brûlante contre Paige et un chagrin d'amour écrasant pour moi. Mon père, cependant, était pragmatique. C'était un homme qui réparait les choses. L'année, dit-il, sa voix lourde d'une douleur qui reflétait la mienne. Tu dois faire une déposition à la police aujourd'hui. Ce que Paige a fait est un crime. C'est un incendie criminel. C'est une destruction de biens. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Il doit y avoir des conséquences. Une partie de moi voulait juste laisser tomber, les couper tous de ma vie et ne jamais regarder en arrière pour éviter plus de drames. Mais il avait raison.
Ce n'était pas une querelle de famille. C'était un acte criminel. Donc cet après-midi-là, Karen m'a conduite au poste de police. Assise dans cette pièce stérile et éclairée au néon, racontant toute l'histoire sordide à un officier en uniforme, tout cela semblait écœurant de réalité. J'ai décrit la robe, le briquet, la diffusion en direct. L'officier était professionnel, mais je pouvais voir le choc dans ses yeux. Il n'avait probablement jamais entendu une histoire pareille. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai regardé Karen, qui m'a fait un signe de tête ferme. Oui, dis-je, ma voix claire. Oui, je le veux. C'était comme un autre petit acte de réappropriation de mon pouvoir. C'est là que j'ai pensé pour la première fois que j'aurais peut-être besoin de parler à un avocat pour comprendre quels étaient mes droits. Ensuite sont venues les finances, le réseau sans fin et enchevêtré de la planification du mariage. Le lieu, le traiteur, le groupe, le fleuriste. J'avais versé d'importants acomptes, une grande partie provenant de ce fonds spécial pour l'université que mon père avait si soigneusement géré pour moi, qui avait grandi au fil des ans. J'ai passé les jours suivants au téléphone, un casque sur les oreilles, une feuille de calcul ouverte, expliquant la situation encore et encore. À ma grande surprise, la plupart des fournisseurs ont été incroyablement compréhensifs. L'histoire était, comme je le soupçonnais, devenue la plus grande nouvelle de Cleveland. Le Cleveland Plain Dealer a publié un article avec le titre « Fureur nuptiale, une diffusion en direct expose un fiancé infidèle et une sœur pyromane ». Tout le monde savait. Le lieu a renoncé aux frais d'annulation. Le traiteur a même offert un remboursement partiel. « Ma chérie, tu le mérites », m'a dit la propriétaire, une femme bourrue nommée Maria. La partie la plus difficile a été de gérer les cadeaux. Ils arrivaient depuis des semaines, remplissant mon petit appartement. Un grille-pain. Un ensemble de verres à vin en cristal. Une magnifique courte pointe faite à la main par ma grand-tante. Je ne pouvais pas les garder. Ils me semblaient souillés. Alors Karen et moi avons formé une chaîne de montage. Elle déballait un cadeau. J'écrivais une carte de remerciement qui servait aussi d'avis d'annulation. Merci pour la magnifique vaisselle, écrivais-je, ma main endolorie. Malheureusement, le mariage a été annulé. Je vous retournerai votre généreux cadeau, mais je suis si reconnaissante de votre amitié et de votre soutien. Chaque carte était un petit rappel douloureux de l'avenir qui m'avait été volé, de la maison que je ne construirai jamais avec lui. Quelques semaines après ce que les médias locaux avaient surnommé le mariage qui n'a pas eu lieu, la poussière a commencé à retomber dans ma vie personnelle. Mais l'histoire elle-même avait pris une vie propre. Elle avait été reprise par des blogs nationaux, des magazines féminins, et même quelques émissions de talk-show de jour m'avaient contacté. Mon visage était soudainement associé à une histoire très publique de trahison et d'émancipation. Je pensais que ce serait une source d'humiliation sans fin. Je me suis préparé aux chuchotements et aux regards insistants quand j'allais à l'épicerie. Mais quelque chose d'autre s'est produit à la place. Ma boîte de réception email et mes messages privés sur les réseaux sociaux ont été inondés de messages. Non pas de badauds cherchant plus de potins, mais de femmes. Des centaines et des centaines d'entre elles, de tout le pays. Des femmes qui avaient été trompées. Des femmes avec des frères et sœurs toxiques et des parents narcissiques. Des femmes qui avaient été manipulées et à qui on avait menti pendant des années. Elles ont partagé leurs propres histoires avec moi. Des histoires brutes, douloureuses, qu'elles n'avaient jamais racontées à personne d'autre. Et elles m'ont remercié. Elles ont dit que ma prise de position publique, mon refus d'être une victime silencieuse, leur avait donné du courage. Une femme de l'Oregon m'a envoyé un long email. Je suis dans un mariage sans amour et émotionnellement abusif depuis 10 ans, trop effrayé de partir à cause des conséquences financières et de ce que les gens diraient. Après avoir regardé un clip de votre histoire, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce pour la première fois. Merci de m'avoir montré ma propre force. Mon drame personnel avait accidentellement lancé un mouvement. J'étais devenu un symbole involontaire de résilience. Au travail, Sterling a tenu parole. Il m'a convoqué dans son grand bureau d'angle, celui avec la vue panoramique sur le lac. Il est allé droit au but, comme toujours. L'année, dit-il, joignant ses doigts. Nous avons eu 3 nouvelles demandes de clients cette semaine. Des marques majeures. Et elles ont toutes spécifiquement demandé à vous parler. Elles ont dit qu'elles voulaient la femme qui sait comment gérer une crise avec cran et grâce. Il fit glisser un épais dossier sur son bureau poli. Je voulais ouvrir un nouveau département depuis un certain temps.
Un département axé sur l'image de marque personnelle et la gestion de crise pour les individus, pas seulement pour les entreprises. Des PDG, des politiciens, des personnalités publiques qui se retrouvent au milieu d'une tempête médiatique. Je veux que vous le dirigiez. Nous construirons une équipe autour de vous. C'est une promotion au niveau de vice-présidente, l'année, avec un salaire et une structure de bonus à la hauteur. Je suis resté bouche bée. Il y a à peine un mois, ma vie était en ruine. Je m'inquiétais de payer mon loyer, d'affronter mes collègues. Maintenant, on m'offrait la plus grande opportunité de ma carrière. C'était une opportunité née de ma plus profonde douleur, mais c'était une opportunité néanmoins. J'ai accepté sans hésitation. Ce nouveau rôle était exactement ce dont j'avais besoin. C'était ma thérapie. J'y ai mis toute mon énergie, toute ma colère et toute ma force retrouvée. J'étais doué pour ça. Je comprenais à un niveau viscéral ce que c'était que de se faire voler et déformer son histoire. J'ai aidé d'autres personnes à trouver leur voie et à contrôler leur propre récit, tout comme je l'avais fait. Nous avons lancé une campagne pour notre nouveau département et le slogan était simple, né directement de mon expérience. Certaines histoires méritent d'être racontées haut et fort. Ce fut un énorme succès. Pendant ce temps, les conséquences pour Grant et Page finissaient par arriver. Page a plaidé coupable de destruction de biens, un délit mineur, et de mise en danger d'autrui pour éviter une accusation d'incendie criminel, un crime. Son avocat a plaidé la clémence, mais la juge, une femme pragmatique dans la soixantaine, avait vu la vidéo. Page a reçu 2 ans de probation, une lourde amende pour rembourser le coût de la robe, et 1 an de thérapie ordonnée par le tribunal. Ma mère m'a dit qu'elle ne quittait presque plus la maison, consumée par une honte si profonde qu'elle l'avait vidée de sa substance. La vie de Grant a implosé de manière tout aussi spectaculaire. La société financière conservatrice où il travaillait comme gestionnaire de patrimoine l'a licencié. Sa turpitude morale, disait prétendument la lettre de licenciement, avait fait de lui un risque pour leurs clients fortunés. J'ai appris par une connaissance commune que lui et Page avaient essayé de s'en sortir, mais leur relation, construite sur un fondement de mensonges et de tromperies, s'est effondrée en 2 mois. Ils avaient détruit ma vie pour être ensemble et à la fin, ils ne pouvaient même pas se supporter. Il y avait une certaine justice poétique sombre là-dedans. 1 année a passé. 1 année de semaines de travail de 80 heures, de guérison, de redécouverte de qui j'étais sans les étiquettes de fiancé ou de sœur. La femme qui se tenait dans son appartement 1 an plus tard n'était pas la même femme qui s'était tenue dans cette suite nuptiale. J'étais plus forte, plus confiante, plus moi-même. J'avais de nouvelles arêtes vives, mais j'étais entière. Mon département à l'agence prospérait au-delà des attentes de quiconque. J'avais même débauché Karen de son ancien poste pour qu'elle soit mon bras droit. Nous formions une équipe redoutable. Avec l'argent de ma promotion, j'avais acheté mon propre appartement dans un bel immeuble ancien à Ohio City, un endroit qui était entièrement le mien, rempli de mes propres affaires, de ma propre paix. J'avais renoué avec ma mère, qui apprenait lentement à fixer des limites avec Page. Notre relation était différente, plus honnête, et meilleure pour cela. Je n'avais pas échangé un seul mot avec Page ou Grant depuis ce jour. Ils étaient des fantômes, des personnages d'une vie passée. Un après-midi d'automne frais, je suis rentré du travail pour trouver une seule enveloppe manuscrite dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était vierge, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture bouclée et trop parfaite. C'était de Page. Mon premier instinct a été de la jeter, de la déchirer en 100 petits morceaux et de laisser le vent l'emporter. Mais la curiosité, ou peut-être un besoin profond de clôture finale, a eu raison de moi. Je me suis assise dans mon salon silencieux, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les grandes fenêtres, et je l'ai ouverte. La lettre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas d'excuses, pas de justification, pas de tentative de partager le blâme. C'était juste des excuses brutes, décousues et profondément pathétiques. Elle a parlé de sa thérapie, du processus douloureux de confrontation avec sa jalousie corrosive de toute une vie envers moi. Elle a parlé du vide de sa victoire, de la façon dont obtenir ce qu'elle pensait vouloir n'avait fait que révéler à quel point cela valait peu. Elle a écrit que détruire mon bonheur ne lui avait apporté aucun du sien. Cela l'avait seulement laissé complètement seul, aliéné de la famille qu'elle avait fracturée. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a écrit ces mots encore et encore. Elle savait que cela ne signifiait rien, qu'elle ne méritait pas le pardon, mais elle devait le dire. J'ai lu la lettre 2 fois, laissant les mots m'envahir. Il y a 1 an,
cette lettre m'aurait plongé dans une spirale de rage. Il y a 6 mois, elle m'aurait peut-être fait pleurer. Mais maintenant, je ressentais juste un sentiment calme de finalité, une paix étrange et triste. Ces excuses n'étaient pas vraiment pour moi. C'était pour elle. C'était le dernier acte désespéré d'une personne essayant de se pardonner à elle-même. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans son enveloppe. Je me suis dirigé vers une boîte en bois sur ma bibliothèque où je gardais de vieux souvenirs, des photos de mon enfance, des billets de concert, des lettres de vieux amis. J'ai placé la lettre de Paige à l'intérieur et j'ai refermé le couvercle. C'était une partie de mon histoire, une partie sombre et douloureuse, mais ce n'était pas le chapitre déterminant. C'était juste une page que j'étais prête à tourner. Je n'avais pas besoin de ces excuses pour avancer. Je l'avais déjà fait par moi-même. J'avais pris le pire jour de ma vie, le fond du fond, et je l'avais transformé en la fondation d'une vie meilleure, plus forte, plus authentique. Certains feux sont destinés à détruire. Mais d'autres ne font que dégager le chemin pour que de nouvelles choses puissent pousser, et j'étais enfin prête à pousser. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie énormément pour moi de pouvoir la partager avec vous. Si vous avez déjà vécu une trahison ou si vous avez dû recommencer votre vie à partir de zéro, sachez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous n'êtes pas seul. Si vous avez un moment, j'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous.